notre thème aujourd'hui, vous le savez, c'est un sujet qui est peut-être un des sujets aujourd'hui les plus prégnants dans les enjeux de santé, c'est évidemment la santé dans les territoires, la territorialisation de la santé ou en tout cas le déplacement croissant du centre de gravité des enjeux de santé vers les territoires. Et on s'est dit que c'était vraiment un sujet extrêmement intéressant à investiguer avec nos partenaires de longue date sur toutes ces études d'opinion extrêmement fouillées, à savoir l'Institut Via Voice à travers son président François-Mickey Marty et Adrien Broche. Sans plus attendre, je vais laisser la parole pour l'introduction de notre séquence à notre président Lamine Garbi. Lamine, c'est à toi si tu veux bien. Si, Béatrice, merci pour cette organisation et puis cette restitution. Et c'est vrai que cela fait maintenant plusieurs années qu'en partenariat avec l'Institut Via Voice, que nous connaissons bien, la FHP mène auprès des Françaises et des Français ce que l'on appelle les études d'opinion sur leurs attentes en matière de santé et leurs propositions pour le système. Alors moi, je suis très curieux d'attendre leurs propositions parce que je suis sûr que ça va enrichir notre plateforme. Mais on n'en est pas là, mais pas loin. Et il est important de dire que année après année, nous avons toujours su renouveler nos questionnements en fonction des enjeux saillants du moment et de l'évolution des attentes de la société. Mais nous avons aussi gardé quelques questions pérennes, comme celle relative à la perception du rôle et de la place de l'hospitalisation privée, qui permettent d'illustrer la permanence du capital confiance des Français envers notre profession. Et l'épisode récent, mais encore actuel, de la canicule a montré combien nos concitoyens nous faisaient confiance. Alors, dans un monde où règne la défiance envers les institutions, il faut prendre toute la mesure, je dirais, de l'importance de cette confiance et combien elle nous oblige et nous honore. Mais je ne veux pas empiéter trop vite sur ce que François-Mickey Marty et Adrien Broche vont nous dévoiler. Déjà, Béatrice a fait un long teasing depuis plusieurs jours sur ce 30 juin. Alors, cette année, nous avons souhaité renouveler l'exercice en menant, quelques semaines après les élections municipales, c'est vrai, ça paraît déjà loin, mais c'est il y a quelques semaines, une étude croisée entre les Français d'une part, des maires représentatifs de la population nationale et des maires élus ou réélus, urbains ou ruraux, de tous bords politiques. Nous avons fait un choix judicieux. Bon, on va excuser Jean, comme tu disais, Béatrice, qui est ta faute, peut-être après le sommet franco-italien où il y a eu beaucoup d'émotions. Et vous verrez que les résultats sont très riches et la convergence de vues entre les citoyens et les élus territoriaux est frappante et révélatrice des enjeux de santé sur nos territoires. La santé est importante. Alors, pour tirer tous les enseignements de notre étude d'opinion, nous allons bien sûr écouter François et Adrien, d'abord sur le volet citoyen, qui sera ensuite soumis aux réactions de Chantal Cateau, présidente de l'association Le Lien, du docteur Franck de Vulder, président de la CSMF, pardon, que je salue, de Stéphane de Butler, président de Santé Cité. Merci beaucoup à eux pour leur présence. Puis, une deuxième partie sera dédiée aux maires et nous recevrons notamment Monsieur Hugo Cavagnac, maire de Fronton, qui nous livrera ses analyses. Nous conclurons sur l'élection présidentielle qui se profile après la canicule à venir fin de semaine et sur les recommandations possibles en lien avec cet enjeu de la territorialisation croissante de la santé d'une part et en lien surtout avec les attentes exprimées par les citoyens comme par les élus. Je suis certain que la santé sera au centre des débats de la campagne présidentielle à venir et sera un enjeu important pour celle ou celui qui sera élu à la plus haute fonction de notre État. Merci Béatrice et je te redonne la main de cette belle après-midi qui va être riche en enseignements, j'en suis certain. Merci beaucoup Lamine. On va
laisser à présent la parole aux deux artisans talentueux de cette étude, avec qui on a réfléchi, travaillé sur le questionnement le plus pertinent. Et puis, c'est comme tu disais, Lamine, c'est la première fois qu'on fait une étude croisée entre d'une part les citoyens et d'autre part une autre population, en l'occurrence les maires. Et là, François-Adrien, vous allez d'abord nous livrer les résultats de la première partie de notre enquête sur les Françaises et les Français, leurs regards, leurs attentes de santé de proximité, ce qu'ils attendent des élus des territoires, la perception qu'ils ont des acteurs de santé et singulièrement de l'hospitalisation privée. Nous vous écoutons. Merci Béatrice, merci Lamine, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette présentation d'une étude en effet inédite. Cela a été dit auprès à la fois d'un échantillon, vous voyez ici très rapidement de 1000 Français, échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et puis un échantillon de 100 000 maires que l'on a écouté, représentatif là aussi de la diversité des communes et des tailles de communes françaises. Ce qui nous a permis de croiser un petit peu ces regards avec à la fois des indicateurs spécifiques à chaque public et puis quelques indicateurs reconduits pour comparer un petit peu les perceptions. Alors effectivement, première partie d'abord auprès des Français sur les enjeux de santé dans dans les territoires et notamment les attentes de soins là où les Français vivent directement avec cet indicateur, globalement, là où vous vivez, vos besoins personnels en matière de santé sont-ils importants ou peu importants? On a 61% des Français, donc 6 personnes sur 10 qui déclarent aujourd'hui avoir des besoins personnels en santé importants là où ces personnes vivent. Alors évidemment, ces enjeux sanitaires, on l'a vu au cours des dernières années, c'est notamment le cas depuis la crise Covid, donc depuis le tournant 2020, où la santé s'est invitée comme l'une des toutes premières priorités, si ce n'est la priorité, ça dépend parfois exactement de l'unité de mesure, la nôtre, celle des confrères, mais en tout cas dans le trio de tête des priorités des Français, à la fois sous l'effet de mouvements plutôt conjoncturels et puis de tendances structurelles aussi, sous le coup du vieillissement de la population, des fragilités qui affectent les services publics parfois de santé, l'aggravation des maladies chroniques, aujourd'hui les phénomènes de forte chaleur, donc un écosystème de vulnérabilité collective et personnelle qui font de la question de la santé un enjeu extrêmement important pour plus de 6 Français sur 10 et qui ont aussi évidemment des répercussions et des incarnations dans le concret de leur vie quotidienne. Alors, en regard de cela, intéressant de voir que sous le poids, évidemment, là aussi, des vulnérabilités et des crises qui peuvent affecter les structures, globalement, les Français continuent d'avoir une forme de confiance dans à la fois les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. Pourquoi cette confiance? On le verra d'abord parce que ces systèmes répondent encore bien, malgré tout, aux besoins de santé près de chez eux actuellement. On a 70% des Français qui estiment que les hôpitaux privés ou les cliniques privées apportent de bonnes réponses, répondent bien aux problématiques de santé qu'ils rencontrent, 67% pour les hôpitaux publics. Un enjeu et un enseignement extrêmement fort qui est dans un contexte effectivement de défiance, ça a été très bien rappelé par Lamine Garbi, de défiance globale envers évidemment la classe politique, les grandes représentations collectives, crise de confiance dans les corps intermédiaires. Malgré tout, les hôpitaux, c'est un petit peu l'enseignement qu'on en tire, font ce qu'ils peuvent. C'est un peu ce qui ressort de ce dispositif d'écoute mené auprès des Français, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des difficultés structurelles, mais là-dedans, les structures hospitalières et évidemment le personnel hospitalier continuent dans les conditions dans lesquelles il peut exercer de faire, entre guillemets, son maximum. Et donc, le niveau de confiance reste, excusez-moi, le niveau de confiance reste élevé, puisque vous avez des niveaux de confiance autour de 82% pour les hôpitaux privés, 77% pour les hôpitaux publics. Je pense que c'est des enseignements et des données qui sont importantes à rappeler aujourd'hui dans le contexte, j'allais dire, médiatique et politique ambiant. En matière d'attente de proximité, extrêmement intéressant aussi de voir qu'ici, c'est d'abord l'accès à des médecins spécialistes et à des médecins généralistes. Pas étonnant, c'est la première grande problématique qui ressort de tous nos travaux en matière de santé publique, la question de l'accès aux soins, qui est la porte d'entrée en réalité concrète, matérielle pour les Français et les bénéficiaires du système de soins. Avoir accès à un spécialiste, avoir accès à un généraliste,
C'est une attente hein, pour plus d'un Français sur deux que nous avons sondé. Et vient ensuite la question des centres de santé, des maisons de santé pluridisciplinaires. Enfin, la possibilité de consulter un médecin plus facilement en week-end ou en soirée. Donc, cette problématique de l'accès des soins, évidemment de l'accès des soins au territoire, parce que c'est là aussi que la chose se matérialise la plus concrètement pour les Français, ça reste une attente extrêmement structurante. Alors, le rôle des maires dans tout ça, puisque ça a été là aussi rappelé, c'est un dispositif qui a été mené après les élections municipales. On a attendu que la séquence soit clôturée, que certaines équipes municipales soient renouvelées pour interroger non seulement les maires, François en parlera, mais les Français sur leurs nouvelles équipes, avec des données là aussi qui sont intéressantes pour améliorer la santé et l'offre de soins là où vous habitez, un niveau de confiance et donc d'attente, en réalité d'exigence envers les Français pour leur maire qui reste relativement élevé. Hein. On a coutume de dire, et c'est toujours vrai dans une certaine mesure, que les maires restent l'acteur politique de proximité, celui dans lequel la défiance globale est un petit peu moins forte, sont un petit peu épargnés en effet par ces phénomènes-là. Bah, c'est encore vrai, même si la tendance a peut-être tendance à s'amenuiser un petit peu dans cette confiance-là. On a aujourd'hui 6 Français sur 10 qui déclarent faire confiance à leur maire pour améliorer la santé et l'offre de soins là où ils habitent. Confiance évidemment qui s'accompagne d'une exigence. Et on voit que malgré tout, les scores sont un petit peu plus mesurés ici. Quand on demande aux Français, est-ce que le maire de votre commune a la volonté de trouver des solutions pour l'accès à la santé, une majorité de oui, hein, ce qui évidemment n'est pas rien dans un contexte encore une fois de défiance globale. On interrogerait les Français sur des instances nationales, les scores ne seraient pas de cet ordre-là, mais des choses un petit peu plus mesurées. Pardon. Un Français sur deux estime donc que le maire de sa commune a la volonté de trouver des solutions pour la santé et l'accès aux soins. Et vous le voyez à droite, 54%, là aussi un petit peu plus d'un Français sur deux estime que les maires ont les moyens de trouver des solutions pour la santé et l'accès aux soins là où ils vivent. S'agissant des souhaits d'engagement pour l'avenir, on a quasiment 8 Français sur 10 qui estiment ici que le maire de la commune devrait avoir à l'avenir, hein, c'est un enjeu là aussi de territorialisation, pas seulement de la pratique des soins, mais de la capacité décisionnaire de pouvoir, près de 8 Français sur 10 qui estiment que les maires devraient à l'avenir avoir davantage de pouvoir en matière de soins, ce qui traduit là aussi un phénomène diffus de territorialisation des soins, de la compétence, de la décision qui doit se faire au plus proche des citoyens, parce que malgré tout, c'est là que les réalités, au-delà des grandes réalités nationales, se matérialisent en termes d'espace géographique, de conditions géosociales, d'accès très concret aussi aux soins dans les territoires proches des lieux de vie des habitants. Et s'agissant des conditions hein, favorables à la santé, comment les améliorer, bah, les attentes envers les maires, c'est d'abord évidemment aussi une action sur l'accès aux soins là, aider à l'installation de nouveaux médecins, soutien aux maisons et aux centres de santé, permanence des soins, l'accès aux professionnels paramédicaux, qui pour quasiment 8 Français sur 10 apparaît comme le premier levier à favoriser pour améliorer les conditions de santé sur les territoires. Vient ensuite enjeu très important, la question de la coopération, de renforcer les coordinations entre les acteurs de santé locaux. C'est une donnée là aussi qui transparaît de l'ensemble de nos travaux en matière de santé et au-delà. Vous aviez effectivement, peut-être jusqu'à encore il y a quelques années, une espèce de velléité un peu romantique au sein du peuple français, d'appel à une révolution permanente, revoir le système en entier, changer sa philosophie. En réalité, aujourd'hui, en matière de santé publique, les Français en appellent d'abord à favoriser et travailler à partir de l'existant. C'est-à-dire qu'on a le sentiment hein, largement diffusé dans l'opinion qu'il y a un certain nombre d'outils qui fonctionnent et qui sont déjà installés, un certain nombre d'acteurs qui fonctionnent aussi et qui sont déjà installés. C'est avant tout de la lisibilité et de la coopération que les Français demandent pour une amélioration concrète du système plutôt qu'une nouvelle demande de révolution globale et abstraite du système de santé. Je crois que c'est une donnée extrêmement importante issue de cette étude Via Voice pour la FHP et de manière générale sur les tendances en matière de santé publique et d'opinion. Sur l'hospitalisation privée en matière d'attente, là aussi, vous avez des scores qui sont extrêmement tranchés et majoritaires. Plus des trois quarts, hein, quasiment 85% des Français
estime que la complémentarité du public et des cliniques privées est indispensable pour améliorer l'accès aux soins et répondre aux besoins de santé là où ils vivent. Donc là aussi, il demande de coopération, pas de dogmatisme entre le système public et le système privé. La voix de la santé doit aussi parler d'une seule voix avec une forme. C'est là aussi un enseignement qui transparaît au fil des années dans les travaux qu'on mène avec la FHP, une forme de compensation inspirante aussi du secteur privé et du secteur public. Là où évidemment la puissance publique peut tanguer, peut douter, où l'efficacité, peut-être sa capacité à anticiper les crises et à y répondre peut être affectée d'une forme de vulnérabilité. Le secteur privé peut tout à fait, et sans dogmatisme, arriver comme complément et comme source d'inspiration. Donc c'est une donnée là aussi à la fois constante et très forte de ces travaux. 74% des Français estiment que le maire de la commune doit davantage encourager les partenariats entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. Donc, lien entre le public et le privé, lien du maire comme coordinateur et comme réconciliateur peut-être même de ces deux sphères-là. Et puis enfin, 70% des Français estiment que le maire de la commune doit organiser là aussi un dialogue régulier avec les cliniques privées qui sont implantées sur le territoire pour mieux répondre aux besoins locaux. Donc, rôle aussi de médiateur et d'instigateur du dialogue pour le maire comme autorité locale. Quelques données ici encore. Diriez-vous que les hôpitaux privés ou les cliniques privées les plus proches de chez vous contribuent à la fois à la qualité et à la sécurité des soins, à l'accès aux soins et comme réponse aux besoins de santé, et enfin à la qualité de l'accueil et de l'écoute des patients? Vous avez grosso modo 7 Français sur 10 qui partagent systématiquement ces points de vue, avec des scores assez nets. 20% des Français qui estiment même qu'il faut très fortement soutenir l'affirmation selon laquelle les hôpitaux privés assurent des soins de qualité, participent à la réponse en termes de besoins de soins. Donc là aussi, une conscience très partagée dans l'opinion de cette contribution forte et complémentaire des hôpitaux et des cliniques privées aux enjeux de santé et en l'occurrence aux enjeux de santé au niveau local, puisque s'il y a bien une problématique qui concrètement doit et de plus en plus être posée au niveau des territoires, c'est bien celle de la santé. Quelques données, alors là pour le coup un petit peu moins optimistes, puisqu'on parle d'avenir et que quand on sonde le cœur et le rein des Français en général en parlant d'avenir, les choses s'assombrissent un petit peu. Important quand même de le mettre en regard, au regard des politiques publiques menées en santé. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'amélioration future des prix en charge? On a un tiers des Français aujourd'hui qui se disent optimistes, les 2 tiers qui se disent pessimistes. Je pense que c'est une donnée qu'il faut mettre en regard. Alors, elle n'est pas issue de ce baromètre-là, mais on l'avait mesuré, nous, il y a quelques semaines, sur le sentiment de préparation de l'hôpital et des structures hospitalières à l'éventualité d'une nouvelle crise sanitaire. Vous aviez là aussi quasiment le même score. En réalité, 2 tiers des Français qui estimaient que le système hospitalier n'était pas prêt, en l'occurrence, à assurer les soins, et à peu près la même proportion de Français qui doutaient de la capacité des pouvoirs publics à avoir appris en 2020 de l'expérience du Covid. Donc ça donne effectivement un climat là aussi de vulnérabilité et de doute dans lequel il faut replacer les résultats qu'on vient de commenter. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation suivante? 88% des Français estiment que les initiatives des acteurs de santé à l'échelle des territoires doivent être davantage soutenues et valorisées. Là aussi, c'est par le local et par les territoires que les réponses seront construites. 81% des Français estiment que les politiques de santé et de prévention devraient être davantage menées à l'échelle des territoires pour des raisons d'efficacité. Le message des Français est très net. Dernière donnée sur cette première partie, les Français souhaitent nettement, plus d'une majorité, plus d'un Français sur 2, estime que l'hospitalisation privée doit exercer un rôle plus important sur les territoires qu'aujourd'hui. 54% des Français partagent cette affirmation-là. Donc, pour résumer peut-être cette partie-là, des besoins importants des Français en matière de santé sous des effets à la fois conjoncturels et structurels, des établissements de santé qui sont épargnés, de la même manière que les maires, par les logiques de défiance, dans la mesure où ils sont dédouanés des difficultés systémiques, à la fois les acteurs et les structures hospitalières. Donc la responsabilité, elle est plutôt effectivement adossée à l'échelon national et à l'échelon politique. Des demandes d'efficacité, de coopération davantage que de révolution
abstraite dans le système de santé, et puis en revanche un pessimisme ambiant quand même sur la capacité du système de soins en réalité, hein, davantage que à la fois du public et du privé, du système de soins de manière générale, à pouvoir anticiper et répondre aux crises. On l'a vu encore ces derniers jours, auxquels on estime qu'ils sont parfois un petit peu dépassés, ou en tout cas qu'ils manquent de prévention. Mais là aussi, en réalité, le point de vue et la responsabilité, elle est beaucoup plus imputée aux politiques en réalité qu'aux structures directement. Voilà pour cette première partie sur le regard des Français sur ces enjeux de santé territoriaux. Merci Adrien. Merci beaucoup pour cette synthèse remarquablement exécutée. Effectivement, déjà sur cette première partie, beaucoup d'enseignements très 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 riches. Moi, il y a un mot qui me paraît un peu aller en surplomb de tout ce que tu viens de dire, c'est le mot pragmatisme. Finalement, par rapport à des représentations parfois plus ou moins fondées, par rapport aux difficultés rencontrées, le point commun, un point commun très fort entre les citoyens et les élus, c'est précisément ce besoin d'opérationnalité des acteurs, d'efficacité des acteurs et ce grand pragmatisme dans la vision de l'intelligence collective qui doit se mettre en œuvre. Donc, ma première question, j'ai envie de la poser à Chantal Catteau. Merci beaucoup, Madame Catteau, d'être avec nous. Vous êtes présidente d'une association que tout le monde connaît, c'est une association Oui, importante qui s'appelle Le Lien, oui, donc qui lutte contre les accidents médicaux, les infections nosocomiales. tout à Et puis, fait. vous êtes très engagée dans tout ce qui est démocratie sanitaire C'est auprès ça. de France Santé. Moi, j'ai envie de vous demander d'abord, Madame Catteau, peut-être, sur ce que vient de dire Adrien, là, qui est certes Oui, très dense, euh, quels sont, voilà, quel est votre regard? c'est Quelles ça. analyses vous portez sur ce qui vient d'être dit? Et peut-être, quel est le point sur lequel vous avez finalement, vous pourriez faire un petit rapport d'étonnement. Oui, Vous diriez, bah, finalement, je ne voyais pas les choses comme ça, et c'est quand même très intéressant de voir, voilà, que les choses ne vont pas totalement dans la manière dont je les aurais perçues a priori. ben, merci beaucoup. Tout à fait. Bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je suis très honorée de participer à cette table ronde. Alors moi, bien entendu, je représente le collectif des usagers par la voix de l'association que je porte sur la lutte des infections et de la sécurité des soins. Mais bien sûr que cette étude me parle d'autant plus que je l'ai bien ciblée et que je l'ai déclinée en plusieurs axes. Et tout d'abord, cette préoccupation de la santé et les mots-clés que je retiens dans cette étude, bien sûr, c'est la confiance, les vulnérabilités, l'accès aux soins, l'offre de soins. Pourquoi? Parce que trouver un médecin, obtenir un rendez-vous, éviter les ruptures, ça, c'est déjà les 3 points très forts. Et nos concitoyens doutent justement de la capacité de ce système de santé qui aujourd'hui tend à se dégrader, si on peut dire, mais pourtant il y a des leviers et ils continuent de faire confiance, et là c'est un grand point, aux maires, c'est-à-dire aux acteurs, je dis les maires, les élus, les professionnels, et j'y reviendrai parce que ça j'y tiens beaucoup, ils continuent de faire confiance aux acteurs de proximité. Et c'est là que les professionnels, les établissements, les élus locaux, c'est là que notre levier d'action. Alors, rapidement, pour ne pas emboliser trop la parole, moi je dirais ce qui est nous dans cette enquête, il y a tout d'abord un levier de prévention qui est une priorité. Et nous ne pourrons pas améliorer durablement l'accès aux soins sans investir massivement dans la prévention. Et la prévention, c'est pas une option, c'est la condition pour réduire la pression sur le système, améliorer la qualité de vie et répondre à l'inquiétude des Français. Mais pour cela, il faut une prévention ancrée sur le territoire, c'est-à-dire se rapprocher des citoyens. La santé, ça se joue pas sur le papier, ça se joue auprès du patient, auprès des territoires,
cela suppose des actions locales, visibles, concrètes, une coordination des acteurs, un rôle renforcé des élus qui connaissent les besoins du terrain. Et ça, c'est des constructions territoriales à travailler ensemble dans la prévention. Pourquoi travailler ensemble en prévention, adaptée aux réalités locales, mais surtout travailler ensemble, mutualiser ensemble. Les Français comme les maires reconnaissent, et moi-même, je porte ça fortement, on reconnaît le rôle de l'hôpital public, mais le rôle de l'hôpital public ne peut pas être seul sans les cliniques privées, sans l'hôpital privé. Et je dirais à ce titre-là, ce n'est pas dans l'objet qui a été dit là maintenant, mais je dirais quand même que les hôpitaux privés, les cliniques privées sont aussi dans la même évaluation de la certification de la Haute Autorité de Santé et ils améliorent la qualité des soins et la sécurité. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, les établissements de santé doivent être pleinement mobilisés sur les campagnes, sur les actions de prévention, sur aller vers les citoyens, ne pas attendre que les patients viennent à nous, mais que la population s'exprime pour éviter que la population renonce aux soins. Et pourquoi? Et comment on fait concrètement? Eh bien, il faut aller dans les quartiers, dans les zones rurales, dans les lieux de vie. Ça se passe par des dépistages mobiles, par les écoles, par les entreprises, par la médiation aussi en santé. Et en fait, transformer chaque contact en opportunité, c'est une occasion d'informer, bien entendu, et d'orienter, sans forcément construire des usines à gaz, mais transformer la confiance qui est exprimée dans cette étude vraiment en action concrète pour améliorer l'accès, la sécurité des soins et l'efficacité du système. Et c'est bien sur le territoire que cela doit s'exprimer. Alors, moi, je trouve que sur le territoire, justement, ce qu'il faut, c'est renforcer la sécurité et les risques cliniques majeurs. Donc, bien entendu, toute la prévention des événements indésirables. Signifier aussi que le patient avec un P majuscule, est un acteur du soin et que, bien entendu, la participation du patient aux décisions cliniques, à la sécurité des soins et son expérience recueillie seront des points forts. Bien entendu, il faut lutter contre toutes les priorités de santé publique et notamment, ça a été dit dans l'enquête, ce qui concerne les urgences hospitalières et la santé mentale et la périnatalité et le vieillissement de la population et évaluer nos pratiques cliniques régulières. Et pour cela, moi, je pense que les maires ont un rôle important dans l'organisation de l'offre de soins au sein de nos communes rurales, toutes les communes confondues, même si on sait très bien que la compétence principale reste l'État et les ARS, les agences régionales de santé. Mais l'action des maires est facilitatrice. Je voudrais insister sur ça. L'action des maires facilitatrice et stratégique. Pourquoi? Parce que le maire est auprès de la population. On l'a vu dans les élections municipales. Je vais participer largement. Faciliter l'accès aux médecins. Comment on facilite l'accès aux médecins? Parce qu'on va créer un soutien des maisons de santé pluriprofessionnelles. On va regrouper l'ensemble des professionnels pour améliorer la prise en soins et non pas la prise en charge, parce que c'est différent. On va mettre à disposition des locaux, souvent des loyers à loyer attractifs, pour inciter les médecins à s'installer. On va lutter contre les déserts, on va aider à l'installation. On va mutualiser les ressources avec des cabinets communs, médicaux communs. On va coopérer avec les communautés de communes pour financer des projets de santé. Enfin, on va intensifier les besoins de santé locaux avec des diagnostics territoriaux de santé sur la population vieillissante. Plus on sera en amont des repérages des vulnérabilités, plus on aura une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Certes, il faut dialoguer avec les habitants, il faut dialoguer avec les professionnels, il faut contribuer aux contrats locaux de santé avec les ARS et puis mettre en réseau les professionnels publics, privés, soutenir les campagnes de vaccination, le dépistage, travailler avec le CCAS. Enfin, je dirais que le maire, bien entendu sur le rôle du maire, le maire n'a pas une autorité sur les médecins
parce que le médecin, c'est profession libérale, mais l'organisation globale du système de santé dépend bien sûr de l'État et le rôle du maire est l'impulsion, la coordination et l'attractivité territoriale. Donc le maire, je le répète, est un facilitateur local pour améliorer l'accès aux soins, fidéliser, attirer les professionnels, mutualiser les moyens afin de répondre le mieux possible aux besoins de la population. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur cette notion-là parce que je pense que c'est une notion intéressante et on va, je pense, la retrouver dans les deuxièmes parties parce que c'est que quand j'ai préparé cet événement, cette notion de facilitateur, du maire facilitateur est une notion qui revenait fréquemment. Et vous avez prononcé des mots, Madame Caton, tout à fait importants, qui, je pense, vont faire aussi écho pleinement à Franck de Vulder, au docteur de Vulder. Vous avez parlé d'aller vers, vous avez parlé de prévention, vous avez parlé de parcours, vous avez parlé de qualité. Sur tous ces termes, docteur de Vulder, j'imagine qu'ils font pleinement résonance en vous. Et je voulais vous demander également quel regard vous portiez sur cette première partie d'enquête, qui est déjà très riche, et peut-être quels enseignements on pourrait en tirer pour le système de santé et pour améliorer, parce que finalement Chantal a en quelque sorte esquissé une sorte de démocratie territoriale de santé idéale. Et bien effectivement, comment on tend, comment on progresse vers cette démocratie territoriale de santé qui mérite encore d'être ô combien parfaite. Docteur de Vulder, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci beaucoup. Ah ben très bien, je vous vois. C'était ma troisième, c'était mon dernier volet que je voulais. On reviendra, on va pardon. On va y revenir. Je vous dirai après ce que j'en tire. Très bien. Merci. Oui, merci Madame de Hellec pour votre invitation. Merci à la FHP pour participer et commenter finalement les résultats de cette enquête. Mais au-delà, c'est un peu l'état d'esprit de la préparation que nous avons eue ensemble, donner un petit peu le point de vue de la CSMF. La CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. C'est le premier des syndicats de médecins libéraux qui aura bientôt 100 ans. Et qui réunit en son sein à la fois les médecins généralistes et les médecins spécialistes de toute spécialité, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. C'est vrai que on est dans une période un peu inédite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas que franco-français. Quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières, les difficultés d'accès aux soins sont à peu près similaires partout. Je pense que c'est un peu plus difficile chez nous, pour être transparent. Alors pourquoi elles sont un petit peu difficiles partout? Pour des raisons qui sont identiques. La population mondiale a augmenté de façon significative. La population française, pour les plus âgés d'entre nous, on se souvient qu'on apprenait sur les bancs du lycée qu'il y avait 50 millions de Français, mais dans les années 80, on approche, on flirte aujourd'hui avec les 70 millions. On sait que, et Madame Cato en parlait sur l'impact et la modification des pathologies. On a aujourd'hui 15 millions de patients qui sont en maladie chronique, qui souffrent d'infections de longue durée. Ça augmente de 4 à 500 000 chaque année. Et donc, ça modifie tout. Le rapport aux soins, ça modifie l'activité du médecin. On parlait des généralistes tout à l'heure. Pendant très longtemps, mes confrères généralistes, je ne me suis pas présenté sur mon activité, je suis moi gastroentérologue, avaient pas uniquement, mais beaucoup une activité dans une réponse à une immédiateté d'une réponse. Aujourd'hui, ils ont un poids absolument fondamental dans la prise en charge de patients souffrant de plusieurs maladies chroniques et ça modifie beaucoup de choses. Cette difficulté, je sais elle était internationale, elle est pire chez nous. Parce que faisons déjà un diagnostic, non pas de façon condescendante à l'endroit des décisions politiques qui ont d'ailleurs arrosé un peu tous les partis politiques qui, à la fin des années 70, au début des années 80, et ça a duré 20 ans, a consisté à fermer les vannes des facultés de médecine. On se souvient qu'à la fin des années 70, la France formait 7000 médecins par an. Et puis au début des années 80, et ça a duré 20 ans, on a diminué par plus que deux le nombre de médecins en formation pour une raison bassement économique, avec comme philosophie, si nos médecins sont moins nombreux, ils prescriront moins et ça coûtera moins cher à la nation. Alors, c'est toujours facile de dire on savait.
rares étaient ceux, si on est totalement objectif, rares étaient ceux qui euh, s'élever, dont la voix s'élevait en disant attention, on est en train de commettre une erreur absolument fondamentale. Et c'était vrai à l'université, c'était vrai dans les syndicats médicaux. Je me souviens, ça peut se paraître incroyable, mais c'était il y a 25 ans, donc c'était hier, c'était il y a très peu de temps. On n'avait pas assez de boulot. Moi, je me souviens de mes débuts d'installation. On avait des difficultés à avoir des journées de travail qui étaient bien remplis. Et pourtant, on savait. On savait que la démographie était en train d'évoluer. On savait que l'épidémiologie allait complètement changer. J'en parlais tout à l'heure, le rapport aux soins et la typologie des patients qu'on prend aujourd'hui en charge, qui sont plus lourds, plus graves, mais parce qu'on vit plus longtemps. Et donc, comme on vit plus longtemps, malheureusement, eh ben, on risque d'être confronté à la maladie et parfois à plusieurs maladies chez la même personne. On ne savait pas bien l'effet du rapport au travail qui a bouleversé toute notre société et la médecine n'y échappe pas. Et puis, on ne sait pas bien aujourd'hui quel va être l'impact de l'évolution numérique. On est passé d'une ère de dossier papier à une ère du tout informatisé. On rentre et on est maintenant dans une ère où l'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Euh, moi, ce que je retiens, et je rejoins complètement Madame Cato sur ce plan, c'est que alors, le premier mot, il n'est pas entendable, puisqu'on sait très bien que les difficultés d'accès aux soins sont énormes. Je suis gastro-entérologue à Reims, je sais très bien que à quelques tout petits kilomètres de la ville de Reims, les difficultés d'accès aux soins sont absolument fondamentales. Ce que le Conseil de l'Ordre a appelé la diagonale du vide, qui va des Ardennes jusqu'au Périgord et qui aujourd'hui, c'est très largement étendu. Quand on prend les chiffres du ministère de la Santé, on nous dit que 90% du territoire national, et j'aime pas le mot, mais faut regarder les choses en face, est un désert médical et que les conditions d'accès et les difficultés d'accès aux soins sont importantes. Et je pense qu'on essaye de faire feu de tout bois, les médecins, les politiques, les élus, évidemment, et les élus territoriaux et les élus locaux et les maires en tout premier lieu. Je pense que chacun essaye d'y aller de sa bonne idée. Alors, soyons optimistes. Soyons optimistes et avançons sur un certain nombre de Oui. projets. Ouais, soyons optimistes parce que, vous le savez, les médecins et la CSMR n'y échappe pas, bien au contraire, nous nous sommes toujours élevés contre les propositions de loi qu'on voit fleurir de ci, de là, disant, mais finalement, si on les obligeait à s'installer là où il n'y a pas de médecins, ça irait mieux. Oui, sauf qu'il manque de médecins, dans tous les secteurs, à l'hôpital comme dans le secteur libéral. Ça concerne 90% du territoire national, donc on les met où? Le premier désert médical pour l'accès, par exemple, à un médecin généraliste, c'est Paris. Oui. Trouver un médecin généraliste à Paris, c'est devenu une véritable gageure. En revanche, il y a des signaux positifs. Pas plus tard que la semaine dernière, la Caisse nationale d'assurance maladie a publié les résultats de l'Observatoire de l'accès aux soins. Et ce sont des petits chiffres pour l'instant. Mais quand même, le nombre de primo-installations, de nouveaux médecins qui s'installent entre 2010 et 2025 a progressé de 32%. On se dit oui, mais les médecins, ils vont s'installer là où ils le veulent. Eh bien, pas tant que ça, parce que finalement, les médecins qui se régulent tout seuls, le nombre de primo-installations dans les zones d'intervention prioritaire, donc les endroits où les difficultés d'accès aux soins sont par définition les plus grandes, eh ben c'est plus 45%. Et on le voit bien quand on prend, je parlais des pathologies chroniques, ça a été un véritable sujet quand on s'est rendu compte que un pourcentage important de patients qui souffraient d'ALD, d'affections de longue durée, n'avaient pas de médecin traitant. Et là, ça interroge, mais qui soigne ces patients qui ont des maladies graves? Eh ben, par des mesures ingénieuses, le nombre de patients en ALD qui ne cesse de croître, hein, je vous dis 4 à 500 000 de plus chaque année, et qui n'ont pas de médecin traitant, le nombre de patients en affection de longue durée, de maladies graves qui n'ont pas de médecin traitant, décroît. On n'est pas encore à zéro, ce qui pose un vrai sujet, mais décroît. Après, je pense que, et je rejoins Mme Cato sur ce plan, moi, les mots-clés, j'en aurais trois, ou quatre, mais je mélange les deux et le trois. Le premier, c'est que
on est en retard par rapport à un certain nombre de nos voisins C'est sûr. sur les politiques de prévention. Et je rejoindrai fortement en cela les propos d'une ancienne ministre de la Santé qu'on aime bien, Lamine et moi, et qui est Agnès Buzyn, et qui dit, moi je me souviens d'un déjeuner parlementaire avec elle où elle m'avait dit, je vais taquiner Franck de Vulder parce que je pense que les politiques de prévention devraient être gérées par, moi qui étais ministre, disait-elle, elle n'était plus quand elle disait ça, l'ensemble des ministères, sauf celui de la santé. Eh ben, je pense qu'elle a raison sur les politiques de prévention primaire. C'est moins vrai sur les secondaires et tertiaires, évidemment. Les professionnels de santé, les médecins ont un rôle fondamental à jouer. Mais sur la prévention primaire, prenons le problème qui me semble vraiment tellement injuste, tellement impactant sur un plan humain et sur un plan économique, qui est celui de l'obésité et du surpoids. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer, et je pense qu'au plus près du terrain, il y en a un rôle à jouer. La deuxième chose, c'est que on sait, et il ne s'agit pas de se battre la coulpe. Je pense qu'on a une médecine qui est saluée de par le monde pour l'exemplarité de son organisation, de ses professionnels. Et dans les professionnels, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a des patrons de cliniques, il y a des patrons d'hôpitaux, et il y a des maires. Et c'est tout ça l'écosystème de la santé. C'est pas l'apanage de certains et pas d'autres. Il n'en est pas moins vrai que euh, le chiffre qui circule nous dit que 30% de l'activité serait pas pertinente. C'est pas un mal franco-français, c'est partout pareil. Eh bien, mettons l'accent sur la reconnaissance de la qualité et de la pertinence de notre exercice. Et ça passe par une évaluation des pratiques professionnelles. Et sur ce plan-là, on a un retard phénoménal, mais vraiment phénoménal par rapport à nos voisins. Sachez d'un mot, les premiers pays qui sont allés sont les pays scandinaves. Et tout part par une évaluation de nos pratiques professionnelles. Le concept est que tout objet éclairé modifie son comportement. Quand on est obligé de se regarder dans la glace, et quand on a un garçon le matin et qu'on se rase, on évite de se couper. Les pays scandinaves, ils ont ouvert cette voie-là au début des années 70. C'était il y a plus de 50 ans. Le deuxième message, le troisième, pardon, en dehors de la prévention, de, euh, du sujet qualité et pertinence. Et je pense que c'est vraiment très important, l'idée de mieux valoriser l'expertise de nos médecins, et quel que soit leur lieu d'exercice, de nos professionnels de santé. Mais en contrepartie de ça, il faut absolument que l'activité soit pertinente, que l'activité soit efficiente, parce que ne rêvons pas, Lamine Garbi parlait tout à l'heure des échéances électorales majeures pour le pays qui vont arriver dans 11 mois maintenant. Un des grands, grands sujets qui va bouleverser notre société, c'est celui de la soutenabilité de la perle de la nation, qui est notre modèle de santé et de protection sociale. C'est ce qui fait, je trouve, avec l'éducation, vraiment la richesse de notre nation, c'est la richesse de la France. Tous les pays qui nous entourent, j'étais au Danemark la semaine dernière, envient ce modèle-là, et tous nous regardent en disant, mais vous avez un déficit qui est abyssal. Eh bien, je pense que les deux ne sont pas opposables. Et puis le dernier point, et je finis juste là-dessus, le dernier point, c'est celui de la responsabilité territoriale. On sait que la Fédération de l'hospitalisation de France, l'hôpital public, en cela éclairé par Antoine Malone et le modèle québécois, travaille beaucoup sur la responsabilité populationnelle. Je ne veux pas opposer les deux concepts, mais moi je pense qu'elle est plus territoriale, et que la solution viendra, on est passé d'une politique d'offre à une politique de besoin. Quels sont, territoire par territoire, les besoins de la population qui vit à cet endroit-là? Quelles sont les forces en présence, publiques et privées? Et comment on répond ensemble à ce modèle-là? D'un mot, il y a 1995, le Haut Conseil pour la réforme de l'hospitalisation avait été confié à un universitaire qui avait auditionné plus d'une centaine d'acteurs à ce moment-là. Et c'était une de leurs propositions de créer des communautés hospitalo-libérales de territoire. Eh bien, modifions. Et ça, c'est pas renverser la table et vouloir faire la révolution. Je pense qu'on a en revanche à faire évoluer notre système. Alors là, vous m'offrez, docteur De Wilder, une transition vraiment toute trouvée pour donner la parole à Stéphane de Butler, parce que je connais son attachement euh,
issu évidemment de son expérience et de son expertise de terrain, à lui aussi, à cette notion de responsabilité territoriale. Donc même question, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, Stéphane. Et puis voilà, quel regard, quelle analyse portez-vous sur cette étude? Je sais que cette notion de maire facilitateur de solutions est aussi quelque chose qui vous est cher. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui sur tous Voilà. ces enjeux? J'ai essayé d'être assez bref vu le temps qui défile. En tout cas, merci Béatrice de cette invitation, ce sujet très pertinent. Moi, je préside Santé Cité, qui est la première coopérative française d'hôpitaux privés indépendants, et je préside un groupe d'hôpitaux privés indépendants implantés en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Hauts-de-France. Voilà, tout d'abord, trois constats, je trouve très pertinents dans cette étude. Tout d'abord, un, le maire est légitime. Donc la santé, c'est un sujet national, mais c'est aussi un sujet territorial et local, et je vais y revenir. Le deuxième, c'est qu'on a beaucoup parlé de prévention, mais que l'attente des Français, c'est d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes et des généralistes, et s'ils sont soucieux de la prévention, ils sont, ils sont très soucieux de leur capacité à avoir des rendez-vous. Donc vraiment d'accéder au système de soins pour des choses assez basiques, finalement, des choses que l'on voit peut-être un peu reculer, et c'est ça l'élément un peu inquiétant qui pourrait se relever de cette étude. Et le troisième point, c'est la forte cote de confiance des hôpitaux, avec quelque chose d'assez égal entre l'hôpital privé, l'hôpital associatif, l'hôpital public, et un souci, une demande de complémentarité comme absolument nécessaire. Alors, les commentaires que je pourrais faire sur ces points-là, pour revenir après sur le sujet des maires, c'est tout d'abord que la coopération aujourd'hui, elle est souhaitée par beaucoup d'établissements, mais elle est extrêmement freinée par le système de santé que nous avons, qui crée des différences de traitement telles que quand vous voulez coopérer, vous n'y arrivez pas. Or, si on a un vrai enjeu de coopération territoriale, il va falloir sortir de cette équation qui est devenue impossible. J'en cite par exemple le secteur du soin médicaux et de réadaptation, qui est dans une impasse aujourd'hui à cause de ces écarts. Le deuxième, ça va être un défi des territoires majeur demain, puisque, en tout cas pour nous, on le vit bien dans nos hôpitaux, la naissance baisse d'année en année, 4, 5, 6% d'année en année, ce qui fait que la population aujourd'hui, dans les territoires ruraux, va devenir beaucoup moins importante. Et s'il n'y a pas suffisamment de population et s'il n'y a pas suffisamment de services, les villes vont récupérer les populations et les territoires ruraux vont accélérer finalement leur ruralisation et leur désertification. Donc on est en train de lutter en ce moment entre une désertification où on essaye de mettre des moyens, mais également des flux de population qui vont peut-être tirer vers la ville. Et si on veut tirer les populations pour les maintenir en zone rurale, il va falloir travailler tous azimuts. Et c'est là où je reviens sur le sujet du maire, puisque nous travaillons sur plusieurs mairies de France où on a des maires très actifs. Je travaille actuellement sur Chantilly, la nouvelle mairie, par exemple, de Chantilly, est très dynamique et travaille avec nous sur les sujets de l'hôpital de Chantilly. On travaille également à Hesdin, la forêt, qui vient d'avoir un label d'un des plus beaux marchés de France. On a des maires qui considèrent que la santé est un acteur essentiel à côté des autres acteurs. Et que si on veut garder les populations, il faut avoir du logement social, il faut avoir de la santé, il faut avoir de l'éducation, il faut pouvoir faire venir des usines, il faut pouvoir apporter aux enfants des ingénieurs j'ai un écosystème favorable. Et quand on a repris Hesdin, qui était un établissement en dépôt de bilan qui allait être en liquidation, c'était un pari fou. D'ailleurs, certains de mes collègues m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu vas te planter. C'est grâce à l'engagement de la mairie et l'engagement de tous les acteurs qu'on a réussi à réussir un projet de reconstruction. On a réussi à faire venir un scanner, un IRM, et aujourd'hui, ça repart. Mais ce sont des paris où le maire et les dirigeants d'établissements qui sont publics, qui sont privés, hein, on se voit ensemble et on travaille, réfléchissent ensemble à des solutions ensemble. Le problème qu'on va rencontrer, c'est que si au-dessus, il y a des ingrédients qui font que le mélange ne peut pas se faire, l'huile ne peut pas se mélanger à l'eau, on arrivera, malgré notre énergie, on n'arrivera pas au bout d'un enjeu majeur pour le territoire français. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus dans cette attente. L'attente des Français, elle est légitime. Le mode de fonctionnement que l'on hérite aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons créé, sinon on n'en serait pas là.
aujourd'hui, nous amène à une impossibilité à réussir quelque part cette transformation qui est attendue par la société. Voilà, j'ai été court. Ah, Mais tout à fait limpide. Et effectivement, en lisant entre les lignes, le message, c'est finalement faisons confiance aux acteurs de terrain et ne désespérons pas les acteurs de terrain et finalement les. Et d'ailleurs, il y a une donnée dans l'étude qui montre que les Français considèrent qu'il faut vraiment faire confiance aux acteurs et aux initiatives de terrain. Donc, il plébiscite ça et c'est effectivement très intéressant. Pour conclure notre table ronde, je voudrais vous poser finalement à tous les trois la même question. Vous avez dit beaucoup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et finalement de manière assez harmonieuse entre vous trois. Et c'est très intéressant. Précisément, si vous deviez en 2 minutes chacun en ressortir du premier volet de cette étude, l'enseignement majeur pour le système de santé qui pourrait être potentiellement reconverti en mesures concrètes ou en réformes concrètes ou en ambitions politiques concrètes pour le quinquennat à venir, quel serait cet infléchissement majeur dans les politiques publiques que vous préconiseriez? Vraiment en 2 minutes chacun pour que nous respections notre timing. Merci beaucoup et on va peut-être commencer par Chantal si vous voulez bien. Trop rapidement. Bon, juste un mot aussi que je regrette de ne pas avoir dit, mais je pense que ça fait partie de la prévention et qu'il faut être très, très vigilant. N'ayez pas de regret, Madame Cato, et Bon, dites-le. je n'ai pas dit, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à lutter contre la désinformation, car il y a beaucoup de désinformation qui, justement, ne permettent pas d'améliorer la sécurité des soins et de soutenir notamment le levier important. Bon, je donne l'exemple de la vaccination, mais il n'y a pas que ça. Il faut éviter voilà, des désinformations qui ne sont pas du tout pertinentes. Et justement, tout à l'heure, il a été parlé de la pertinence. Alors, c'est quoi la pertinence? Eh bien, ce qu'il faut améliorer, c'est laisser les territoires s'organiser dans le respect avec les patients, avec les élus, avec l'ensemble des professionnels. Nous, le collectif associatif demande une vraie démocratie qui rassemble justement tous ces acteurs locaux et au sein de communautés professionnelles de territoire. C'est là que ça doit bouger. Une démocratie participative qui répond au flux des patients, aux filières de soins, mais aussi ne pas oublier quelque chose qui pour moi est très important, c'est l'évaluation. L'évaluation de nos politiques, de nos actions. L'évaluation, ça passe aussi par l'avis des patients, l'enquête le dit bien, hein, et sur l'amélioration de résultats qualitatifs pour justement permettre que des éléments de levier continus, on s'en saisisse, mais avec les élus, avec les maires, avec l'ensemble des professionnels. En tout, moi, je reste confiante pour tout cela. Si on repère suffisamment précocement toutes les vulnérabilités, si on axe sur le respect de l'observance, sur l'amélioration des traitements, si on fait de la pertinence des soins et si on travaille mutualisé public-privé, on y arrivera. Oui, Voilà. vous avez dit deux choses très importantes. Effectivement, l'enjeu de la désinformation, de lutter coûte que coûte contre toutes les formes de désinformation et de fake news en santé, ça c'est absolument. Et puis le deuxième point, évidemment, l'évaluation rigoureuse du service effectivement rendu aux patients. Docteur de Vulder? En fait, votre question répond à la question, et si j'étais président de la République, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Absolument. Ça aurait échappé à personne que je fais partie Absolument. des nombreux candidats potentiels. Mais si j'étais président de la République, je changerais une chose avant toutes les autres. Je redonnerais sa liberté et sa responsabilité au système de santé. Parce que depuis 20 ans, et on le disait tout à l'heure, on a cru que l'on pouvait piloter la santé depuis Paris, avec des normes, des indicateurs, des contraintes budgétaires. Et le résultat est sous nos yeux.
Les soignants, les médecins, mais tous les soignants se découragent. Les patients, ils nous le disent tous les jours, ils vous le disent tous les jours, Oui, Omer, ils attendent plus. Et notre système, pourtant salué de toutes parts, perd en efficacité. Et ben moi, ma première décision serait donc de faire une grande loi de confiance. Je donnerais aux professionnels de santé la responsabilité d'organiser les soins dans les territoires avec des objectifs de santé publique qui doivent être clairement définis. Ça existe ailleurs. Prenons le Danemark, par exemple. Le Danemark le fait, mais en laissant la liberté à ces professionnels de santé de s'organiser et de choisir les moyens d'y parvenir, dans une culture du résultat. Alors ça oui, c'est impose ça, des mesures. Je remplacerai une logique de contrôle par une logique de tout responsabilité, à fait. fondée sur les piliers dont on a parlé, Ouais, tout à fait. la qualité, la pertinence et la culture du résultat obtenu pour les patients. Les proms et les proms des pays étrangers, mais on ne va pas aller copier les proms et les proms. Certains l'ont fait et le font déjà. Et puis enfin, ça suppose de simplifier profondément notre organisation. Moins de strates administratives, moins d'injonctions contradictoires, plus de décisions prises au plus près du terrain et en collaboration avec les acteurs de terrain. Pour moi, les médecins, les autres professionnels de santé, les élus locaux, les patients doivent devenir les acteurs du système et non pas de simples exécutants. Et puis enfin, je lancerai un véritable choc d'attractivité pour les métiers de la santé. Je le disais tout à l'heure, on ne résoudra jamais les difficultés d'accès aux soins par la contrainte. On attire les professionnels qui vont être chaque jour plus nombreux, hein. Le numerus apertus en médecine est passé à 12 000. Il était à 8 000 en 2017 et il était à 3 500 il y a une quinzaine d'années. Et ben, on attire les professionnels par la confiance, par la reconnaissance, par des conditions d'exercice modernes, et Dieu sait que vous le faites, les maires de France, et par la liberté d'entreprendre. Au fond, pour conclure, je crois que notre pays n'a pas besoin d'une énième réforme technocratique. Il a besoin d'un changement de philosophie. Faisons confiance à ceux qui nous soignent, parce qu'un système de santé performant ne se construit pas contre les soignants, mais se construit avec eux et se construit sur les territoires. Grand merci, Stéphane, sur tous ces enjeux. J'imagine aussi que la référence au choc d'attractivité pour les professionnels Ouais. est également quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Je suis très en phase avec ce qui vient d'être dit hein, Mm. sur le faire confiance et je dirais sous un angle un peu qui m'est propre, c'est aujourd'hui, il faut, vis-à-vis des enjeux, il faut rendre la coopération possible. Il faut rendre la coopération possible tout d'abord par les sujets de dotation. Pour les mêmes missions, pour les mêmes moyens engagés, pour les mêmes personnels, il faut avoir les mêmes dotations. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir des systèmes qui vont entraîner des rémunérations différentes, des rétributions différentes d'un professionnel infirmier selon le statut de rattachement dans lequel il est. C'est les mêmes diplômes et on peut pas avoir de tels écarts qui entraînent des difficultés à coopérer. La deuxième, c'est pour aller vers les territoires, c'est d'aller vers la contractualisation. Dès lors qu'on a rendu la coopération possible, c'est d'aller dans la contractualisation du faire ensemble sur le territoire. Et notamment faire ensemble sur les enjeux et faire ensemble sur les parcours de santé. Il est important qu'on puisse mettre toutes les forces autour du patient et que le système institutionnel ne vienne pas perturber cette mission fondamentale de soigner le malade, de soigner, de prévenir sa maladie, enfin de tous les enjeux de santé autour du malade. Donc il doit y avoir, on a des professionnels aujourd'hui extrêmement volontaires, courageux. Il faut voir comment ils réagissent dans les périodes de crise qu'on vient de vivre, pendant le Covid, mais aussi pendant la canicule, ça. Ils y vont. Et ils y vont. Et aujourd'hui, le retour qu'on a, c'est parfois de la discrimination. C'est pas possible. On a aujourd'hui, faisons avec les forces vives qu'on a, et celles qui restent, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui s'évaporent aujourd'hui, euh, et franchissons les enjeux de demain et préservons ceux qui restent. Voilà. Un grand merci. La contractualisation du faire ensemble, voilà, ça pourrait être l'expression
qui symbolise finalement la première partie de nos échanges. Un très grand merci à tous les trois. Restez avec nous parce que dès à présent, on va écouter la suite des résultats avec François Mickey-Marty et Adrien Broche sur finalement très riche d'enseignements aussi sur la partie dédiée aux maires. Nous avons donc interviewé plus de à peu près 110 maires, hein, représentatifs de la population nationale des maires en France, et aussi sur leur priorité de santé, leur demande finalement de place dans la gouvernance du système de santé, dans leur relation qu'ils souhaitent avoir avec les élus de leur territoire, nous disent des choses extrêmement intéressantes, et François et Adrien vont nous les exposer à présent. Merci beaucoup, Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Et merci Lamine et merci à la FHP à la fois de permettre et d'organiser ces échanges qui sont, je trouve, sur le fond très intéressants et dépassionnés dans un contexte où, sur ces enjeux, il y a beaucoup de passions qui prévalent de temps en temps. Là, on est dans un univers très agréable où il est possible d'envisager l'avenir. Alors, en effet, le volet d'interrogation qu'on a réalisé auprès des maires est assez en résonance avec les aspirations des Français. Je retiens du premier, à la fois des échanges que nous venons d'avoir et puis des éléments qui ont été présentés par Adrien tout à l'heure, à la fois la notion de lieu de confiance qui est très importante puisque les maires eux-mêmes, aux yeux des Français, bénéficient d'une forte taux de confiance, 61%, l'hospitalisation privée à 82% également. C'est très rare dans notre société, donc le territoire avec de la confiance, c'est très précieux. Le deuxième point, en effet, celui des complémentarités que vous avez largement évoqué, que les Français appellent de leur vœu. Et le troisième point, c'est celui de la responsabilité territoriale qui, lui aussi, est fondamental. On va voir, alors, sous des formes différentes, que c'est assez convergent avec ce que les maires, dans leur ensemble, estiment prioritaire pour l'avenir. La première question qu'on a posée aux maires est celle des priorités sur lesquels ils sont le plus souvent interpellés par leurs citoyens. Alors, on voit à quasiment équivalence, hein, les trois priorités qui émergent sont le logement, la sécurité, la santé, en troisième position sur des scores très élevés, supérieurs à 50% pour les trois registres. À noter, outre la question de la santé, quand même la prévalence du logement désormais, qui d'ailleurs peut renvoyer aussi à des questions de santé. On sait que cette question du logement, depuis des décennies, c'est un peu comme les enjeux de santé, de manière structurelle, progresse, tout au moins en préoccupation et en enjeu de résolution pour les citoyens. On a aujourd'hui 4 millions de Français qui s'estiment mal logés ou sans logement personnel, ce qui est vertigineux. Donc logement 1, sécurité, et puis santé, c'est distribué de manière assez homogène sur l'ensemble des communes, notamment sur la santé, avec une prévalence un peu plus forte sur les communes de taille moyenne, des préoccupations plus fortes en matière de santé sur les communes de taille moyenne. Donc ça, c'est le tableau général, si l'on peut dire. Le deuxième élément qui nous semble très intéressant également est celui du niveau d'information sur des élus locaux, donc des maires, hein, sur les enjeux de santé dans leur territoire, notamment concernant les projets régionaux de santé qui sont portés par les ARS. On a des niveaux d'information qui sont assez ou très satisfaisants. On a 69% des maires qui s'estiment bien informés, notamment des projets régionaux de santé. Alors, il est vrai que normalement, les responsables des collectivités territoriales sont associés, sont en concertation pour l'élaboration des projets régionaux de santé. Et c'est quelque chose on va retrouver. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une conscience de l'enjeu santé, mais il y a aussi de la plupart des élus locaux un sentiment d'être bien informés, souvent d'être assez bien impliqués aussi. Donc il y a une immersion dans les questions de santé qui est forte et qui est extrêmement précieuse, puisque au fond, cette immersion-là est le préalable à des actions, à des prises en compte des préoccupations des citoyennes et des citoyens de manière la plus optimale possible. Troisième point à retenir, les espaces de discussion ou de concertation en santé au sein des territoires, alors qu'ils peuvent être nombreux, hein. Il y a les CPTS, il y a les conseils territoriaux de santé, les contrats locaux de santé, donc on évoquait tout à l'heure avec les ARS. Globalement, on a des niveaux
de prise en compte et d'efficacité perçue qui sont partagés pour 53% des élus locaux. 53% estiment que les espaces de discussion et de concertation sont efficaces pour faire avancer les projets de santé sur le territoire. Alors, on peut toujours rêver plus, hein, on peut toujours estimer que l'idéal, ce serait d'atteindre les 2 tiers ou les 3 quarts. Mais enfin, on a un socle là de base qui quand même n'est pas négligeable. Et encore une fois, je crois que vous l'avez dit, et Lamine l'a rappelé tout à l'heure, et Béatrice aussi, dans le contexte de défiance générale et de difficultés démocratiques qui prévalent dans notre société actuellement, ce sont quand même des scores ils sont loin d'être négligeables et qui offrent quand même des leviers d'action tout à fait significatifs. Le quatrième point concerne le niveau d'association des maires aux enjeux de santé. Je l'évoquais tout à l'heure en filigrane. S'agissant des politiques de santé menées dans votre territoire, direz-vous, vous êtes bien associé ou mal associé? 63% des élus locaux, des maires estiment qu'ils y sont bien associés pour toute une série de raisons, parce que d'une part, au quotidien, ils peuvent être en échange avec les patientes, avec les patients sur leur territoire. Deuxièmement, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il existe des instances de concertation, des instances d'échange qui font que les élus locaux sont associés. Troisièmement, parce que souvent les élus locaux sont aussi en échange avec les hôpitaux, les établissements de santé au quotidien, donc ça fait qu'ils sont bien associés. Voilà. Donc c'est très important. On pourrait dire, et je rejoins un peu tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur la notion du pragmatisme. Je crois que Béatrice, tu as relevé ce mot. Là, on est dans un univers, l'univers du territoire, l'univers local, l'univers de la commune, où l'idée du pragmatisme peut prévaloir. Et quand on est bien associé, assez bien informé, et quand on a conscience des enjeux, d'une certaine manière, le pragmatisme peut faire avancer les choses. Et des oppositions, l'un d'entre vous tout à l'heure a parlé de dogmatisme. En effet, les oppositions un peu dogmatiques qui peuvent prévaloir au niveau national, d'une certaine manière, doivent reculer ou refluer dans la mesure du possible parce qu'il faut résoudre les problèmes et pouvoir avancer, quoi. Et donc là, on a un certain nombre de conditions qui apparaissent remplies pour que les élus locaux et les maires en priorité aient des leviers d'action et deviennent, je reprends ce terme, de responsabilité territoriale et puissent exercer pleinement des responsabilités territoriales en santé. Autre point, alors très concret celui-ci, vous l'avez évoqué à de multiples reprises, les enjeux les plus prégnants en santé auxquels les maires sont exposés dans leur commune. Donc là, on ne parle pas de généralité au niveau du territoire national. Bien entendu, les délais de rendez-vous, notamment concernant les médecins spécialistes, hein, c'est ce qui arrive en tête à 79%, les difficultés d'accès à un médecin traitant 66%, le renoncement aux soins, on sait qu'on a plus de 10% des Français qui déclarent avoir déjà renoncé aux soins pour des raisons de distance géographique, donc c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant, la prise en charge des enjeux de santé ensuite. En effet, l'un d'entre vous aussi parlait de diagonale du vide tout à l'heure. Il est vrai que lorsqu'on a... Alors les données Doctolib sont très intéressantes puisqu'elles permettent d'agréger les délais entre la prise de rendez-vous et l'effectivité d'un rendez-vous. Sur les 234 millions de rendez-vous qui ont été pris en santé sur Doctolib l'année dernière en 2025, les délais d'attente sont entre 3 jours pour un généraliste et ça va jusqu'à 42 jours pour un cardiologue. Et puis très concrètement, lorsqu'on parle de la Normandie, lorsqu'on parle du centre Val-de-Loire, on atteint des délais d'attente qui vont parfois à 4 mois, 6 mois. Donc en effet, lorsqu'on se situe, au-delà de ces généralités, lorsqu'on se situe sur une commune en particulier, dans un territoire en particulier, bien entendu, ces questions deviennent extrêmement prégnantes. Et comme on dit souvent, les élus locaux sont les plus directement exposés aux attentes de leurs concitoyennes et concitoyens et peuvent entendre de manière tout à fait légitime l'ampleur des impatiences qui peuvent prévaloir sur ces sujets-là. Et donc sont peut-être aussi les plus enclins à essayer de trouver des solutions pour débloquer les situations difficiles. Les échanges, autre élément saillant de ce volet du sondage réalisé auprès des élus locaux, les échanges avec les acteurs de santé sur les territoires sont réguliers. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la taille des communes. Les 3 quarts des maires estiment avoir des échanges réguliers avec les acteurs de santé. Ça signifie, là aussi, on passe dans un pays, il faut remettre ça aussi en perspective, on est dans un pays où on parle sans cesse des coupures, des fractures, des béances, etc. Ici, on est sur des porosités, des échanges qui sont quand même extrêmement réguliers et donc des capacités de compréhension quand même qui peuvent être plus positifs qu'ailleurs. Donc tout ça, c'est intéressant parce que ça donne des ferments de réflexion pour faire évoluer des choses. Derrière cette idée de prise de conscience, derrière cette idée de pragmatisme, il y a en effet peut-être
l'idée de pactes sanitaires territoriaux, de pactes en santé plus municipalisés ou communalisés, si on peut dire que ça n'est le cas au niveau national, qui peuvent être porteurs de sens. Les attentes principales des élus locaux à l'égard des établissements de santé privés sur leur territoire, bien entendu, dans un premier temps, la réponse aux besoins de santé dans des délais rapides. Et on évoquait tout à l'heure la situation de la canicule que nous avons connue et que nous connaissons encore. C'est vrai qu'il y a eu des réactions diverses la semaine dernière sur l'engorgement des hôpitaux publics. L'ami Garbi, je crois, a rappelé qu'il y avait une part de disponibilité encore dans certains établissements privés pour accueillir des patients. Donc là, on voit bien que la question de la complémentarité, non seulement elle est extrêmement prégnante, mais dans des conditions exceptionnelles telles que l'on vit, celles que l'on vit aujourd'hui. On l'avait déjà connu dans un autre contexte, malheureusement, avec la période Covid. Ces questions de complémentarité, elles sont de plus en plus vigoureuses et elles sont de plus en plus essentielles pour pouvoir répondre aux attentes des patientes et des patients. La coordination, c'est la coopération, c'est le point qui va avec, si on peut dire. 40% estiment que cette coopération et la complémentarité entre de l'offre publique et privée est fondamentale. La mise en place de consultations avancées qui consiste à aller vers arrive en troisième position. Et enfin, on en a parlé largement. Et je pense que nous sommes d'accord sur ces questions de prévention qui sont citées en quatrième position. Enfin, pour terminer, je vais très vite, pardon, hein, mais c'est pour balayer un peu les grands enseignements, et puis ça permettra aux unes et aux autres d'entre vous de réagir si vous le souhaitez. Lorsque l'on se tourne sur le rôle des établissements de santé privés et les attentes à leur endroit telles qu'elles sont exprimées par les maires, on a 72% des élus locaux qui considèrent que les établissements de santé privés, d'ores et déjà aujourd'hui, jouent un rôle important. Et c'est assez uniforme, quelles que soient les tailles des communes considérées. Et pour l'avenir, une majorité de maires estiment que là où ils vivent, sur leur territoire, à l'avenir, l'hospitalisation privée doit jouer un rôle plus important qu'aujourd'hui. On est à 55% en moyenne sur l'ensemble des réponses livrées par les maires et sur une vision plus sur leur territoire et sur une vision plus globale en France, on est à 52%. Voilà, donc ça raconte quand même quelque chose qui est très fort, qui est un cumul de systèmes de confiance. Je crois il est assez rare pour insister sur cette singularité, c'est-à-dire que dans un monde où on a des défiances croissantes, là, dans les communes, on se dit, un, qu'il faut être pragmatique, deux, qu'il faut pouvoir établir des coopérations, et puis trois, que l'échelon local, l'échelon d'une municipalité, d'une commune, est peut-être le bon échelon pour faire avancer de manière pragmatique les différents acteurs. Je crois que c'est quand même un enseignement majeur. Et là-dessus, là aussi c'est assez rare pour ne s'empêcher de le souligner, là-dessus, il y a une convergence entre les attentes des citoyens en général et puis au fond les aspirations, les souhaits des élus locaux. D'une certaine manière, on trouve une volonté assez convergente entre les citoyennes et les citoyens d'une part et les maires d'autre part pour essayer de faire avancer les choses. C'est déjà ce qui se passe dans un grand nombre de communes. On sait que beaucoup de maires font déjà beaucoup de choses pour que, au fond, la prise en charge en santé, comme vous disiez tout à l'heure, la prise en soin soit la plus efficace, la plus efficiente possible. Mais on voit qu'on a encore des souhaits de pragmatisme qui sont importants. Et donc, ce déplacement de l'approche qui consiste à se dire n'essayons pas tout de penser à travers le national, mais essayons d'avoir des approches qui sont peut-être plus territorialisées. C'est quelque chose qui va avoir du sens pour beaucoup. Donc voilà. Donc dans ce monde de mauvaises nouvelles, voilà peut-être, non, peut-être, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est un levier d'action qui nous semble assez salutaire. Et je trouve que c'est important de pouvoir le souligner et ça peut appeler en effet des réflexions sur la manière dont à l'avenir on peut cultiver davantage. Je ne sais pas si la notion de pacte territorial de santé a une vocation très féconde, mais en tout cas, c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire savoir comment territorialement on peut, main dans la main, faire travailler de mieux en mieux les différents acteurs au service des patientes et des patients. Voilà quelques éléments, je ne vais pas être trop long, parce que je crois que le temps global nous est imparti et limité. Mais voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et puis voilà, avec plaisir pour échanger. Je vous laisse rebondir comme bon vous semble. Alors, Béatrice, ton micro est coupé, oui.
Ah, pardon. Oui, je Voilà. disais merci beaucoup, François. Oui, nous pensons véritablement que cette notion de pacte territorial, de responsabilité en santé est une notion effectivement fructueuse. Et puis, plus largement, quand on regarde toutes les études, et même celles qui se portent euh, hors santé, euh, la corrélation entre la confiance et la proximité est quand même extrêmement forte. Et on voit bien que parmi l'ensemble des élus, ce sont les maires hein, qui sont en tête du capital confiance que leur accordent les Français dans un contexte de malaise démocratique qui est quand même extrêmement puissant. Donc, je remercie beaucoup le maire de Fronton, Hugo Cavagnac, qui est aussi président de la communauté de communes du Frontonais, d'être présent avec nous aujourd'hui eh bien, pour réagir sur cette étude, hein, sur cette double étude. Et peut-être, Monsieur Cavagnac, moi, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est quand vous lisez ces résultats, quand vous lisez aussi ce que disent les Français, est-ce que dans votre quotidien, avec vos administrés, dans les attentes qu'ils vous expriment, comme dans les réalités de santé avec lesquelles vous devez non seulement composer, mais agir, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'exprime cette étude? Merci Béatrice, merci à tous, merci pour ces interventions, ces informations. Oui, bien évidemment, la réponse est très claire, hein. Et heureusement d'ailleurs, nous avons une très claire convergence entre la première partie des éléments qui nous ont été donnés, la deuxième partie, convergence entre les habitants et leurs élus locaux. Et je m'inscris dans cette convergence totale et entière. Donc c'est effectivement très rassurant. On retrouve ces priorités que sont le logement, que sont la sécurité et la santé. Alors, on le retrouve à l'échelle nationale, mais on le retrouve surtout aussi à l'échelle locale. Sur la santé, je ne donnerai qu'un chiffre. Alors, peut-être dire d'où je parle. Je vais essayer de parler pour mes quelques collègues que je connais bien au niveau de l'Association des intercommunalités de France, mais Fronton est une commune de 7000 habitants entre la métropole toulousaine et l'agglomération montalbanaise. Donc, un territoire en croissance démographique particulièrement important, 5 fois la moyenne nationale, et on pourrait se dire pas forcément vieillissant, mais si, puisque la part des plus de 60 ans, elle croît 2 fois plus vite que la part générale. Donc, dans ce coin de France, mais c'est vrai ailleurs, dans ce coin de France, nous avons par exemple 11% de nos plus de 65 ans qui n'ont pas de médecin traitant, de médecin référent. Avec, sur cette tranche d'âge, des besoins notamment importants parce que ALD, maladie chronique, ça a été évoqué. Donc oui, des personnes de plus de 60 ans, 65 ans qui viennent ici pour différentes raisons. Parfois, le premier contact que j'ai avec eux, c'est pour dire, Monsieur le maire, aidez-nous à trouver un médecin traitant, un médecin référent. Euh, et avant ça, leurs enfants éventuellement pour, Monsieur le maire, trouvons-nous un logement adapté suivant l'âge et suivant l'autonomie de ces personnes-là. Donc, la santé, de toute évidence. La proximité, oui, on retrouve cet enjeu fondamental. Quelqu'un a dit tout à l'heure la subsidiarité, c'est-à-dire faire là où c'est le plus efficient, où c'est le plus logique d'agir, et non pas considérer que toujours rationaliser la masse, donc l'éloignement du besoin serait un gage de réussite. Non, non, non. Comme sur le principe européen, sur le principe national, et sur le principe de santé, il y a un enjeu de subsidiarité, ça a été bien donné. Il y a un enjeu en fait d'un lieu de décision, d'opérationnalité des choses. Il y a surtout aussi, on le retrouve, un enjeu, et ça a été dit à plusieurs reprises, un enjeu d'efficacité, un enjeu d'efficience. Dans cette affaire, il y a quand même un sujet de finances publiques. Il y a la santé publique, hein, mais il y a la finance publique, hein. Je ne vais pas
d'écrire le dernier rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié. Je pense que ce n'est pas la peine, et puis en plus, ce n'est pas un scoop. Donc tout le monde sait quelle est l'impasse qui est devant nous. Donc, si nous, alors, on peut se dire, il y a peut-être des théories qui disent on va mettre plus d'impôts et on va s'en sortir. Bon, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Je crois que j'ai entendu ça. C'est évaluons l'ensemble de nos politiques publiques, mais évaluons aussi donc la santé, les politiques de santé publique, mais évaluons aussi l'organisation de sa mise en œuvre. Je pense que c'est assez fondamental. Et le moment, vous l'avez dit en propos introductif par le président Lamine Garbi, oui, on est dans un moment où c'est le moment d'avoir un discours extrêmement clair, d'avoir un discours extrêmement courageux sur ce qui veut peut-être pas être très facilement agréable à entendre, mais qui est fondamental à entendre si l'on veut prendre des décisions qui s'imposent. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qui dit qu'il faut dire ce que l'on voit, mais ce qui est plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Donc, le moment est propice. Et je vais vous dire, le moment est propice parce que j'ai tous les jours l'impression, avec mes collègues élus, que on ne parle que de ça, le couple préfet-maire. Donc là, on nous l'a ressorti, évidemment, à l'occasion de la canicule, comme on en a beaucoup parlé à d'autres occasions, et je crois que ce terme est apparu avec la période du Covid. Voilà, le couple préfet-maire. Mais la réalité, c'est que le lieu de décision s'éloigne de plus en plus du local. Tout dernièrement, sur un sujet de l'autonomie. On a parlé de il y a une dernière loi de la santé, la loi Bien vieillir. Eh bien, on a considéré que cette action devait se faire qu'à l'échelle départementale. Bon, je pense que l'échelle départementale a de la pertinence pour un certain nombre d'actions. Il est probable que pour un certain nombre, ça soit déjà trop loin. Et ça soit déjà en manque de réaction. Ça soit déjà en manque de pragmatisme et de subsidiarité. Bon, donc, oui, les Français et les élus, et peut-être beaucoup d'autres, considèrent qu'il faut retrouver une subsidiarité, une réactivité, d'évaluer nos politiques publiques, mais les textes encore récents n'attestent pas de cette prise de conscience parlementaire, hein, gouvernementale. Bon, je reviens sur cet enjeu du moment. Nous, élus locaux, comme vous, on va observer ce grand débat qui arrive, qui est déjà commencé un peu, mais qui visiblement va démarrer plus fort à partir du 8 juillet, si j'ai bien compris. Eh bien, nous avons notamment deux transitions fondamentales qui ont un impact sur les santé publiques. Les changements climatiques euh, et, et la transition démographique avec un vieillissement de la population qui était lui aussi, comme bien d'autres choses, très mesurable et très... nous étions en capacité de l'anticiper, mais on est en train là aussi de prendre visiblement le mur en pleine face. Donc, le climat, parce que trop chaud, trop d'eau, pour le résumer comme ça, mais trop chaud. Il faut qu'on arrête de dire qu'on a traversé un épisode caniculaire exceptionnel. C'est comme le retrait-gonflement des argiles, ça n'a plus rien d'exceptionnel. Voilà. Ce qui est prévu, c'est que cela augmente, c'est là que ce ne soit pas tous les jours, mais que cette part soit significative. Donc, il y a des enjeux de santé publique derrière ça, forcément. Le vieillissement de la population, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Je parle devant des initiés. Je suis, moi, le moins pertinent dans le sujet, visiblement. Mais je me soigne, hein, comme dirait l'autre. Mais on sait tous très bien qu'à partir de 60 ans, le coût pour la Sécu est 3 fois supérieur à une personne qui a plutôt un quadra, un quinquat. Donc, si arithmétiquement, notre part de la population à plus de 60 ans se rapproche des 25% très vite, augmente donc significativement, eh bien, nous aurons donc un sujet qui nous amène forcément un peu dans les deux domaines à de la planification. Et la planification, elle doit être nationale, d'évidence. Elle doit même être des fois supérieure. Mais elle doit être territoriale. Elle doit être territorialisée. Ces deux transitions et donc la santé publique ne pourront pas se faire dans des grands plans nationaux, globaux, sans décision locale, sans action locale, sans pragmatisme. Donc il va falloir que nous territorialisons très clairement ces enjeux. Et je le disais tout à l'heure, sans promettre de nouveaux impôts.
et le faire très clairement avec la contrainte des finances publiques qui est la nôtre. Donc, je crois qu'on a ce tableau que vous avez partagé, eh bien, efficacité, subsidiarité et proximité. Bon, euh, je ne vais pas tomber dans l'aternement pas et la proximité, mais quand même, hein, la proximité, s'il y a une confiance dans la proximité, c'est que dans nombreuses actions du champ public, eh bien, euh, l'action locale, elle n'est pas parfaite, mais elle démontre qu'elle fait. Elle démontre qu'elle agit. Elle démontre qu'elle n'est pas dans l'impuissance publique. Aujourd'hui, nos habitants sont inquiets de l'impuissance publique. Ce qu'ils trouvent dans l'action locale, c'est qu'il y a moins d'impuissance publique. Alors, on peut se planter, on peut mal agir, certains n'agissent pas, mais une très grande majorité agit et heureusement, a priori, ne se trompent pas à chaque fois qu'ils font quelque chose. Donc, oui, il y a une confiance dans le local par rapport à la défiance que nous observons sur les politiques nationaux et peut-être par cette confiance sur le faire, sur le pragmatisme et sur la réactivité. Sur la réactivité, il y a des échelons. Je vais prendre localement. Alors, bon, c'est pas local, excusez-moi, si, un peu, mais bon. Les départements en charge des collèges. J'entends parler de la bifurcation écologique depuis terriblement longtemps. Il se trouve que le collège de ma commune a été fermé la semaine dernière parce qu'il n'a pas de volet et qu'évidemment, il est très mal isolé. Bon, nous, localement, on se fait engueuler le lendemain si on explique qu'on ferme l'école parce qu'il n'y a pas de volet et qu'on est exposé plein sud. Euh, donc, on a forcément dû enclencher, avant même les débats de la semaine, eh bien, des travaux de rénovation, des travaux d'action. Donc, il y a cette réactivité, ce pragmatisme. Donc, oui, la proximité va être essentielle. Excusez-moi, je parle de volet alors qu'on est sur la santé publique, mais l'idée est la même, hein. L'action locale au plus près en réaction en subsidiarité. Alors, où je vais prendre un peu de recul, c'est sur la notion de commune. Je suis maire, je suis très très heureux, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le plus beau mandat de toute la République. Pour autant, il y a quand même certains sujets que nous devons aborder en coopération. Et donc, je crois que la commune, oui, bien sûr, mais nous devons assumer qu'il existe des centralités, qu'il existe des bassins de vie et que pour faire face à ces défis-là, on sera plus fort, surtout on sera plus efficace si on se fait concurrence. Il va peut-être falloir arrêter de faire comme pour les médiathèques hein, et les salles des fêtes, d'en vouloir systématiquement dans nos salles, dans nos communes. Là aujourd'hui, dans mon coin, j'observe qu'il y a des communes qui font des maisons de santé mais sans médecin. Donc c'est ballot, mais ça existe et c'est même subventionné. Donc, la nécessité de coopérer à la bonne échelle, et l'échelle intercommunale est certainement, en tout cas, c'est celle qui existe, donc utilisons-la. À l'échelle intercommunale, nous avons des compétences hein, qui peuvent agir de manière directe ou indirecte sur la santé. Ça a été évoqué sur la mobilité. Nous pouvons amener, et nous le faisons ici dans le Frontonnet, nous avons un transport à la demande et nous prenons le rendez-vous et nous amenons les personnes principalement les personnes de plus de 60 ans, mais ça peut arriver sur les personnes en handicap, à leur consultation, à leurs soins. Donc ça, on peut le faire à l'échelle intercommunale, ça marche et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Sur l'habitat, on a évoqué la prévention, c'est un sujet essentiel, mais un habitat adapté, les chutes sont un des premiers facteurs de dégradation de l'autonomie chez les personnes âgées. Je parle beaucoup des personnes âgées parce que c'est quand même un sujet fondamentalement important pour nos enjeux de santé publique d'aujourd'hui et de demain. L'habitat, les intercos ont un plan local de l'habitat et donc peuvent agir directement sur ce sujet. Et enfin, sur l'espace public. Mais je reviens précisément sur la santé, et plus particulièrement et donc la prévention. Euh, Comme on ne pourra pas augmenter les impôts avec la croissance des besoins de santé éventuels, il va falloir qu'effectivement on ait des mesures prophylactiques, qu'on ait des mesures de prévention qui diminuent la croissance de la charge. Et là aussi, les intercos ont leur part à jouer. Pardon, vous m'avez invité, donc je vais parler un peu de ce que nous faisons ici, mais
Nous sommes associés avec l'hôpital Purpan et notamment avec le professeur Vella sur les sujets de prévention liés à l'autonomie au grand âge. Nous essayons, et comme d'autres, je pense à Houghton, qui intervient dans l'isolement, en visitant les personnes en difficulté ou en vulnérabilité, excusez-moi, sur de la présence, de l'accompagnement. Nous avons la possibilité, c'est pas encore saisi par beaucoup, mais de faire éventuellement d'embaucher des infirmières, des infirmiers pour aller faire la prévention, des constantes, de la vaccination, un certain nombre de choses. En fait, on a un outil aussi au niveau intercommunal qui s'appelle et qui permet la coordination, qui est le contrat local de santé, ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, c'est pas le remède magique, mais enfin, là aussi, vous le savez, un enfant de 7 ans a aujourd'hui consommé plus de sucre que son grand-père toute sa vie. On a un sujet d'obésité considérable, croissant en tout cas, vous le savez encore là très bien. On a un sujet de santé mentale. Nous, on l'observe, avec l'école inclusive, on est face à une difficulté considérable, c'est qu'on ne sait pas accueillir tous les enfants, ce que l'on doit et dont on a l'obligation. Il y a un vrai problème de santé mentale chez les enfants. Et j'évoquais longuement jusqu'à présent le sujet du vieillissement en santé. Un contrat local de santé, voilà une échelle de coopération intercommunale à plusieurs communes pour éviter de se copier, faire du copier-coller d'une commune à l'autre, hein, qui déroute nos partenaires, hein, qui se disent ils ne sont pas capables de s'entendre, donc ils ne veulent pas perdre du temps dans ces démarches-là. Donc si on y va de manière coordonnée sur des thèmes forts, alors à ce moment-là, on pourra territorialiser quelque chose d'efficace. J'ai deux questions là-dessus. J'ai deux Ouais. questions là-dessus, Monsieur le maire. La première question, moi, il y a eu un rapport d'étonnement d'ailleurs, que je partageais, nous le partageons avec Christine Schibler ce midi, un rapport d'étonnement dans l'étude où finalement, globalement, les maires, même s'il y a des bémols, hein, que François a souligné, mais considèrent que finalement le territoire en santé où l'information et les espaces de discussion et de concertation sur le territoire en santé, ils ont l'impression qu'ils bénéficient d'une assez bonne visibilité sur tout ça. Moi, je suis un petit peu circonspecte parce que j'avais l'impression qu'effectivement, vu très souvent le millefeuille territorial qui est présent dans la gouvernance territoriale de santé, c'est vrai que ces chiffres me paraissent, mais bon, tant mieux dans un sens, mais un petit peu positif. Et puis d'autre part, finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'on a portée, que beaucoup ont portée là pendant tout le temps qu'on a passé ensemble, autour de l'idée que finalement, indépendamment des considérations de statut, il faudrait bâtir une sorte, alors, appelons-le engagement, appelons-le peu importe, mais de pacte, on va le dire comme ça, territorial de responsabilité en santé, où finalement chacun serait amené, y compris les tutelles hein, d'ailleurs, l'ensemble des acteurs, serait amené sur la base d'indicateurs de santé publique définis à collaborer ensemble autour d'indicateurs qui ensuite, dont l'atteinte en termes de résultats serait ensuite évaluée et pourquoi pas diffusée dans un souci de transparence de l'action menée et du service rendu aux populations. Voilà, quel regard vous portez sur finalement ce côté assez positif? Et finalement, est-ce que vous le partagez ou est-ce que vous pensez que la démocratie territoriale de santé mériterait à la fois, je dirais, plus de lisibilité, plus de connaissance des acteurs? Nous, en tant qu'hospitalisation privée, on dit souvent que le modèle, la spécificité de notre modèle gagnerait à être toujours mieux connue parce que voilà, elle a aussi ses atouts qui apportent évidemment des choses essentielles dans le système de santé. Et voilà, et pour demain, si vous deviez effectivement faire une proposition un peu programmatique pour demain, quelle serait-elle justement pour finalement encourager cette émulation de manière territorialisée qui semble quand même un peu balbutiante aujourd'hui? Il y a beaucoup Alors, de choses dans ma question, hein. oui, 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 mais en fait, merci Béatrice. C'était l'évolution du propos que je souhaitais avoir. En fait, dans la présentation qui a été faite, il y a un élément sur lequel je ne crois pas me retrouver parfaitement, c'est Oui, cette notion de bonne connaissance. Non, oui, objectivement,
objectivement, il faut avoir un certain volontarisme et une certaine pugnacité pour arriver à avoir une bonne information. Euh, comment le dire? La démocratie en santé, j'ai essayé de travailler, de participer, et donc d'être membre de la conférence régionale de santé, etc. Franchement, le modeste élu que je suis a eu du mal à se retrouver ou à retrouver une utilité dans ces structures parce que c'est peut-être des machins un peu trop lointains, un peu trop massifs, un peu trop. Et c'est pour ça que ce contrat, j'ai oublié le terme que vous avez, je trouve ça plutôt écrit trop, le pacte Et sanitaire territorial, ouais, voilà, c'est ce ça, pacte, pacte. engagement, oui, tout à fait. Ça, pour le coup, autant je ne retrouvais pas la bonne information, autant la nécessité de ce pacte sanitaire territorial. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le contrat local de santé, mais ça participe de ça. À la bonne échelle, réunir, coordonner, informer, parce que c'est un élément essentiel. Vous savez, on fait ça sur le logement, on fait ça sur les gens du voyage, on fait ça sur plein de politiques publiques, on ne le fait pas sur la santé. C'est un trou dans la raquette évident à l'échelle territoriale. Pourquoi sur toutes les politiques publiques et pas sur la santé? Alors que, on le voit bien, c'est une priorité. Voilà. Donc, oui, ce pacte sanitaire territorial me semble être une évidence. Et ce dialogue. Alors, là aussi, on peut agir. Je vais prendre des exemples, mais qui méritent peut-être méthodologie, coordination. Nous, localement, avec les professionnels de santé, ce que nous avons fait, c'est que notre conseil municipal, nous avons trois personnes issues du monde des professionnels de santé, trois professionnels de santé. Non pas pour faire la santé à la place des autres, mais pour comprendre. Oh, nous avons des agriculteurs, nous avons des commerçants, nous avons des chefs d'entreprise pour être en qualité de dialogue avec eux. Il faut donc que nous ayons aussi des professionnels de santé pour être en qualité de dialogue et d'écoute avec le monde de la santé et le monde de la santé territoriale. Donc là, pour le traduire très concrètement, nous en avons deux. Par ailleurs, et Madame Cadeau évoquer la démarche participative, nous avons mis en place un conseil des sages dans lequel il y a deux personnes également professionnelles de la santé qui ne sont plus actifs, mais qui nous amènent cette qualité de compréhension, mais aussi cette qualité de dialogue avec les partenaires. Sur la relation avec le public, ben nous, d'abord, il faut relation publique et le privé d'évidence. La relation avec le public, ben avec l'hôpital Purpan, je l'ai évoqué pour ICOP, mais là, la commune a porté, on donne les clés de main aux médecins libéraux et aux infirmiers sur une nouvelle maison de santé. Ça, on l'a fait sans l'hôpital, c'est direct avec le privé. Excusez-moi, je suis confus. Mais on a fait un centre médico-pédopsycho avec l'hôpital Purpan. On a fait les murs, ils nous paient un loyer, ils viennent. Et on va bientôt livrer un hôpital de jour pour les problèmes de santé mentale, pardon, pour les mineurs. Donc, on dialogue, on identifie les besoins avec l'hôpital Purpan. On dit que vous avez besoin de quoi? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait un vrai problème de budget, de financement. Ça passait par un loyer, ça passait pas par un investissement. Donc, on a été acteur dans ce dialogue. Et avec le privé, excusez-moi encore une fois d'avoir été confus, j'évoquais que demain, nous donnons les clés aux médecins libéraux, à des médecins libéraux, pas à tous, à quelques-uns, sur une maison de santé. Mais on travaille actuellement avec une clinique privée qui est en réflexion de restructuration, qui a une possibilité d'augmenter ses lits, mais qui est dans un état contraint. Et donc, on bosse avec eux à proximité, puisqu'on a une requalification urbaine. Bon, on ne peut pas le nommer, c'est la clinique de la famille Marty. Mais là, avec eux aussi, sur cette période caniculaire, on a mis en œuvre notre réserve citoyenne dans le cadre, vous savez, des plans communaux de sauvegarde ou plans intercommunaux pour aller aider, compléter le personnel dans un établissement privé pour porter de l'eau, rendre visite, enfin, dans un moment un peu caniculaire très important. Bon, Sylvain, je vais être obligée de vous interrompre parce que l'heure tourne. et si vous me permettez quand même deux inquiétudes. La Dites, première absolument. Et inquiétude, alors justement, avec les inquiétudes, peut-être une proposition ah, justement sur voilà, si j'étais président en lien avec les inquiétudes, justement, pour alors, on prête reprendre. beaucoup l'ambition à tous les élus, et dans les 37 candidats à la présidentielle, j'en fais pas partie, donc je ne vais pas tomber dans.
Mais j'en connais au moins un qui a plein d'idées là-dessus. Mais bon, je laisse le dire. Clem. Euh, non, alors, mes inquiétudes, c'est que, vous savez, comme il y a deux écoles aujourd'hui, enfin, il y avait hier, clim et pas clim. Bon, ben, tombons pas dans ces absences de nuances. On a besoin du public, on a besoin du privé. Sur mon territoire, 50% des soins d'urgence, c'est par le privé. Les soins de suite, si on n'a plus le privé, si le privé a des difficultés, et je veux pas être Cassandre, mais ce que j'observe quand même sur mon territoire, entre Toulouse et Montauban, c'est qu'on me dit et j'observe qu'il y a des établissements privés qui sont en grande difficulté financière. Si ces établissements ferment, alors c'est une catastrophe territoriale, véritablement. Donc, n'opposons pas, statut n'est pas vertu, et que nos grands argentiers nationaux, notre Parlement et peut-être notre administration centrale fassent très attention à ne pas casser l'offre privée sur nos territoires. Elle est fondamentale. Je ne le dis pas parce que je suis avec vous à la FHP, je vous le dis parce que c'est fondamental. Euh, et ils sont complémentaires et ils savent bosser ensemble. Et là, c'est pas une proposition, mais c'est une inquiétude. Et donc, c'est là où il faudra que les propositions soient claires, concrètes. Mais si on casse le privé et qu'on fasse reposer tous les espoirs sur les maires, alors je suis pas certain, qui ont peu de moyens, alors je suis pas certain qu'on trouve la solution. Donc, je vous ai pas donné une solution, mais ce que je sais, c'est que je peux vous livrer une impasse. Ne cassons pas le privé par dogmatisme et ne croyons pas que les maires vont tout faire. Voilà. Je suis désolé, je n'ai pas préparé de solution. Je réviserai pour la prochaine fois. Excusez-moi, Quand Béatrice. quand on lit entre les lignes, on voit la solution en réalité par effet miroir, Monsieur le maire. Donc, un grand merci pour votre intervention. Et on arrive maintenant avec François-Mickey Marty, Adrien Broche et Christine Schibler à la dernière partie de notre événement, qui est justement finalement d'essayer. Alors, je vais laisser la parole à François et Adrien pour évoquer les enseignements de cette étude pour la présidentielle. Et puis, Christine Schibler, donc, qui est la déléguée générale de la FHP, la FHP travaille beaucoup sur, justement, pour bâtir un corpus de propositions et recommandations puissants pour la présidentielle, dont nous commençons évidemment que nous commençons largement à évoquer avec les candidats, leurs équipes et les parlementaires qui les soutiennent. Voilà, cette étude est riche d'enseignements, y compris pour la suite. Adrien, François, peut-être quelques mots sur le sujet avant la conclusion par Christine. Oui, merci beaucoup, Béatrice. Merci à toutes et à tous pour ces éléments extrêmement intéressants et riches. Alors, je vais reprendre un petit peu un certain nombre de réflexions qui ont déjà été avancées et qu'on a évoquées. Mais moi, je vois trois grandes lignes de force qui nous donnent effectivement à voir pour l'élection présidentielle. La première, elle est très large, mais c'est sur la santé en tant que préoccupation qui est devenue une préoccupation permanente. Je crois que c'est très fort depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire que c'est plus un risque ponctuel, uniquement conjoncturel, qui apparaît et qui disparaît, comme peuvent l'être même un certain nombre de problématiques régaliennes dont on voit dans l'opinion qu'elles ont des pics et des baisses. La santé est devenue effectivement cette préoccupation permanente, et je rebondis sur ce qui a été dit, interdépendante. C'est-à-dire, je crois qu'on aurait tort d'en faire un sujet en silo et de le traiter de manière isolée. En réalité, quand on parle de santé, on peut parler évidemment, et c'est le cas de plus en plus en ce moment, d'intelligence artificielle, on parle de choc démographique, on parle de logement aussi, François l'a dit tout à l'heure, et on mène des travaux pour des partenaires et des clients qui nous ont fait voir il y a quelques jours que plus d'un Français sur deux pourrait choisir son logement en fonction de la question de la santé et en fonction de l'offre de soins. Et donc, je trouve qu'il y a là une interdépendance systémique entre des sujets qui nous pousse à ne pas traiter la santé comme un sujet ni ponctuel ni en silo. Le deuxième élément, c'est la confiance. Je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement fort dans un paradoxe, un contexte de défiance nationale. Le local reste un vivier de confiance, de la même manière qu'on peut dire que les Français, et c'est là aussi une constante de l'analyse de l'opinion, sont très pessimistes quand il s'agit du collectif et des grandes structures, mais le sont un petit peu moins quand il s'agit de leur devenir, là où ils ont des prises. Je crois que c'est très fort aussi, en l'occurrence, sur la question du local. Donc, je reprends
effectivement les mots de Franck Desvulder tout à l'heure sur le faire confiance, faisons confiance aux acteurs de terrain, parce que je crois que c'est une constante très forte. On va entrer dans un débat qui va être extrêmement national, qui va renationaliser les débats, et je crois qu'on a tout intérêt à garder effectivement cette réflexion et cette attache permanente pour le local. Et puis le dernier élément ici, c'est là aussi on en a beaucoup parlé, le pragmatisme, parce que je crois que c'est lié aussi à la question institutionnelle que la France rencontre depuis maintenant quelques mois. En réalité, on a besoin de cette culture de la discussion, on a besoin de cette coopération, on a besoin de ce pragmatisme. Et en réalité, quand on regarde le défi et le laboratoire que constitue un petit peu là le niveau local, on parle de coopération, on parle de pragmatisme, on parle de culture de la discussion. Ce sont à chaque fois des éléments sur lesquels nous, notre culture nationale n'est pas la plus performante, quoi. La discussion, la capacité à faire le pragmatisme dans un environnement national qui est extrêmement romantique et empreint de révolution, de discussion, dans une culture qui est empreinte de verticalité. Donc, il y a à la fois un vivier et des défis profonds qui vont se heurter je crois, à des résistances qui sont très profondes en France, mais qui constituent des leviers extrêmement importants pour ce fameux pacte sanitaire territorial autour de la convergence des vues, qui a été le fil rouge entre les visions partagées par l'opinion, les Français et celles des maires, la question du pragmatisme et encore une fois, celle du local. Voilà, moi, quelques éléments en amont de ce débat présidentiel. Merci Adrien. Alors, et puis, merci d'autant plus que tu as cité des points que j'allais citer, donc ça permet de réduire mon temps de parole. Et donc, merci beaucoup aussi pour ça. Donc, le pragmatisme, j'allais en parler aussi. Deux autres points peut-être pour conclure notre conclusion à nous, avant de laisser Christine conclure la conclusion globale. Le premier, c'est l'idée d'une volonté d'avancer de la part des élus locaux comme de la part des citoyens envers des patients. Il y a la volonté d'avancer. Et ça me semble assez aussi salutaire dans un contexte où on a dans un pays en effet qui est très fragmenté, qui est bloqué, qui est râleur, etc. Cette volonté d'avancer, c'est quelque chose qui est très fort. Mon deuxième point, c'était le pragmatisme, Adrien en a parlé. Et le troisième point derrière tout ça, c'est l'idée de progrès, au fond. C'est-à-dire que la santé, pendant très longtemps, a été synonyme de progrès. Alors, progrès personnel pour soi, bien sûr, quand on n'est pas bien, mais progrès même de société. C'est comme l'idée selon laquelle la santé de tous et de toutes et de tous peut être un chemin d'amélioration pour l'avenir. Et je crois que c'est un peu ça qui se dessine aussi. Donc, volonté d'avancer, c'est une question politique. Pragmatisme, c'est une question politique. Progrès, c'est une question politique aussi. Voilà. Donc, l'un d'entre vous parlait des 36 ou 37 candidates et candidats à la présidentielle. Je pense que ce serait pas mal de partager avec eux ces enseignements. Voilà. Parce que la question n'est pas trop de savoir, dans la querelle des égos, qui sera le 38e ou le 39e candidat. Mais au fond, de se dire qu'on a des Français qui sont peut-être plus pragmatiques, plus attachés à des solutions, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait demain, plutôt que de savoir quel est le 40e candidat. Voilà. Christine, merci beaucoup, François. D'abord, vous remercier toutes et tous, à la fois pour tous ces échanges très riches et extrêmement intéressants, puis aussi pour toutes nos personnes connectées qui ont pris le temps d'écouter ces débats. C'est vrai que c'est très intéressant ce qui a été dit, et je dirais que à la limite, toute la feuille de route que vous avez ébauchée là sur les deux parties, pendant le patient et vous, Monsieur le maire, est assez consensuelle finalement. Hein. Je pense que l'évaluation du service rendu, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel nous, au niveau de la FHP, on demande aussi qu'il y ait un travail fait, et avec aussi une évaluation du service rendu. À quel prix? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le maire, le pays est dans une impasse financière, donc on ne peut pas l'ignorer. Donc, il est important d'évaluer ce que l'on fait et à quel prix on peut le faire. Ce que vous avez dit, Madame Catto, sur les enjeux publics-privés, et repris d'ailleurs aussi par vous, Monsieur le maire, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, on peut pas avoir le luxe de se passer des uns des autres. Et donc, il faut, et nous portons en fait dans notre plateforme présidentielle deux idées. L'idée d'avoir un service public de santé inclusif, fondé sur l'intégration de tout le monde, donc quelque chose de très
très pragmatique, basé sur les missions et pas sur les statuts. Et l'idée de décliner, parce que pour avoir une véritable politique de santé qui soit efficiente, elle doit se faire, et vous l'avez dit, Stéphane, tu as dit la coopération possible pour toutes les mêmes missions, contractualiser et faire ensemble. Monsieur le maire, vous avez insisté sur la territorialisation, les enjeux de santé publique locaux, la nécessité d'avoir un dialogue, d'efficacité et principe de subsidiarité. C'est vrai que aujourd'hui, il faut qu'on revisite aussi un peu la carte sanitaire. Donc, je pense que et j'ai beaucoup, je ne t'oublie pas, Franck. J'ai beaucoup aimé tes propos. Que nous exprimons pas exactement comme ça, parce qu'effectivement, au niveau de la FHP, on est très attaché au principe de contractualisation et de responsabilité. Toi, tu as donné deux mots supplémentaires, la liberté et la loi de confiance. Et c'est là où j'ai le plus de crainte pour être dans la santé depuis quand même un petit moment. Je crains un peu la technostructure. J'espère que le politique, celui qui sortira des urnes ou celle qui sortira des urnes, pourra peut-être imaginer un système dans lequel le national donne les lignes stratégiques et les principes fondamentaux, et après les régions, les territoires s'emparent de ces principes et font le boulot. Donc merci pour tous ces échanges. C'est vrai que ce qui était aussi prégnant aujourd'hui, on était loin des dogmatismes ou des positions quelquefois un peu syndicales ou de postures qu'on peut entendre parfois, et plutôt j'ai entendu plutôt une voix qui cherchait l'efficacité, les solutions coordonnées, le dialogue, la confiance. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour nous. Donc j'espère que on pourra que les futurs candidats sauront prendre ces sujets-là et sortir justement des dogmatismes pour être sur des solutions très concrètes, c'est-à-dire comment on fait pour améliorer l'accès aux soins primaires et l'accès aux soins secondaires, et l'accès à la psychiatrie. Enfin, tous ces sujets, vous le rappeliez aussi tout à l'heure, monsieur le maire, ils sont des sujets de quotidien, en fait, de nos concitoyens. Donc, vous remercier, et puis espérons que nos échanges qu'on va continuer aussi à relayer dans les prochains jours sur les réseaux et puis en termes de replay permettront d'impulser cette dynamique d'une véritable démocratie territoriale de santé, parce que sur le fond, je pense que c'est ça qu'on a partagé cet après-midi. Et merci Béatrice, et merci l'équipe de la com de la FHP pour tout le travail que vous avez fait pour la préparation de ce webinaire. Merci beaucoup, Christine. Et effectivement, cet été un peu particulier que nous vivons montre la nécessité plus que jamais, et c'est quelqu'un qui le dit et qui l'exprime aussi sur le chat, donc je voulais relayer ses propos, d'une vision holistique de la santé, et les maires sont bien placés pour savoir que la santé est une préoccupation transversale de toutes les politiques publiques, également le logement, les transports, la végétalisation des cours de récré, etc. On voit bien que ce sont des sujets de plus en plus importants. Est-ce que Lamine, tu veux dire un dernier mot? Et merci encore beaucoup Merci, oui, à tous les merci. Et puis, participants. merci à Stéphane d'avoir repris les mots d'équité, de prise en charge pour les mêmes patients et les mêmes soins et la complémentarité. Et merci à Franck pour sa présence régulière dans nos travaux et nos réflexions et congrès. Merci Hugo aussi pour Fronton. Une pensée pour Jérôme Marty, hein, qui est aussi en première ligne dans ta ville et qui a besoin de soutien. On en avait parlé assez régulièrement. Et Madame Cato, merci pour votre bon sens, qui fait plaisir. Le bon sens, on avait tout à l'heure un webinaire patient, parce que c'est la semaine du patient traceur et patient témoin. Et donc, ça fait plaisir de voir que vous êtes si présents pour nos travaux. Et bien sûr, merci à Via Voice. Les garçons, vous savez que j'ai aussi une demande complémentaire, donc je ne sais pas où ça en est. Je vous fais passer un petit message pour une enquête d'opinion. Béatrice, si tu peux essayer de faire avancer cet autre champ qui m'intéresse aussi, l'enquête d'opinion sur la FHP. Et merci à Christine et aux équipes pour toutes ces belles après-midi, belles matinées de travail. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toutes et bientôt. tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.